Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avant de vous parler du menu de l'émission, j'aimerais vous annoncer qu'à partir de cette semaine, la Tribune TVHR sera diffusée 3 jours semaine, donc une édition supplémentaire, et que ces émissions seront présentées les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h, avec bien sûr plusieurs rediffusions, et vous pourrez également suivre les émissions sur la chaîne YouTube de TVHR. J'aimerais d'abord remercier la direction de la télé pour cette confiance et également vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos commentaires. Donc, ça nous permet donc d'élargir nos champs d'horizon, de rencontrer des gens inspirants et de parler de différents sujets, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va parler de la situation des agriculteurs de la région. Est-ce que les effets Trump ont de l'effet sur nos producteurs locaux, mais aussi tout le dossier de la gestion de l'offre? On va en parler en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, évidemment, les tarifs douaniers font réagir nos entrepreneurs de la région. Il y a un plan d'action qui a été mis en place pour justement tenter de voir ce qu'on peut faire pour contrer tout cela. Et notre invité, c'est M. Mathieu Jeannot, qui est le président du conseil d'administration de NextDev. Bonjour, M. Jeannot. Bonjour, M. Tremblay. Bon, M. Trump, il est dur à suivre. On l'a dit avant l'entrevue. Donc, vous avez été obligé de réagir, bien sûr, d'établir un plan d'action avec les menaces de tarifs douaniers qui s'en viennent dans 30 jours là, si M. Trump va à exécution avec ces menaces. Donc, parlez-nous un peu de ce plan d'action et quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que M. Trump pourrait aller de l'avant avec ces tarifs-là? En fait, on était en attente, comme plusieurs, tout d'abord de l'inauguration le 20 janvier dernier, puis par la suite, donc l'inauguration a lieu, les tarifs ne sont pas annoncés, et là, en soirée, finalement, l'annonce de tarifs potentiels de 25 % sur tout ce qui rentre aux États-Unis à partir du Canada, du Mexique a été annoncée. Fait qu'à la suite de ça, on attendait l'espèce de date fatidique du 1er février. Puis, quelques jours avant le 1er février, on s'est dit du côté de NextDev, là, c'est une situation essentiellement de crise qu'on doit gérer. Donc, on a fait appel à nos partenaires, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie du Haut-Richelieu, le Centre d'aide aux entreprises, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la MRC, pour mettre en place une cellule de crise qui s'est réunie déjà à 2 reprises. La cellule a rapidement aussi progressé pour faire une place aux députés, tant du côté du provincial que du fédéral, pour faire partie des discussions. Donc, la première chose, mettre en place cette cellule-là, faire en sorte qu'il puisse y avoir des rencontres à chaque semaine pour suivre une situation qui est évolutive. Donc, après la première rencontre, on se dit, OK, on a une trentaine de jours pour être capable de se préparer potentiellement à des tarifs. Puis là, quelques jours plus tard, bien là, c'est potentiellement 25 % sur l'acier, sur l'aluminium. Donc c'est ça. Donc, une situation évolutive. Comme première action qui a été décidée de cette cellule-là, ça a été de faire en sorte de procéder très rapidement à une enquête, un questionnaire pour comprendre les impacts potentiels de tarifs de 25 %. Puis on parle souvent des entreprises du Haut-Richelieu, les manufacturiers qui pourraient potentiellement être impactés. Donc, il y a à peu près une centaine d'entreprises manufacturières qui exportent vers les États-Unis. Donc, on parle à peu près juste pour ces entreprises-là, à peu près 5 500 emplois. Oui, puis en plus d'indirect, parce qu'on a présenté les chiffres que vous aviez publiés dans votre communiqué de la semaine dernière, là, ça peut même toucher jusqu'à une dizaine de milliers de personnes là, quand on prend les emplois indirects. Là. Tout à fait. Quand on prend le secteur manufacturier, généralement, c'est entre 2 et 5 emplois indirects par emploi direct. Donc, cette enquête-là, puis tout d'abord, il y a une bonne nouvelle qui, entre guillemets, ressort là, des premiers résultats de cette enquête-là qu'on a eue ce matin. C'est que je pense que la communauté d'affaires, les entrepreneurs, ont fait preuve de résilience depuis la pandémie, puis le feront aussi associé à ces tarifs potentiels-là. Donc, ont la volonté de s'adapter, de se battre. Puis on parle souvent des compagnies qui exportent, mais il ne faut pas oublier beaucoup d'entreprises manufacturières qui peut-être n'exportent pas aux États-Unis, mais qui peuvent être impactées par, entre autres, la faiblesse du dollar canadien dans tout l'achat de leurs intrants
dans leur procédé de fabrication. J'ai parlé à beaucoup d'entreprises dans les derniers jours. C'est vraiment une réalité aussi importante auquel on devra faire face comme région. Donc, ce questionnaire-là, d'ailleurs, est encore disponible en ligne. C'est une situation qui est évolutive, donc de rester à l'affût vraiment de la réalité des entreprises, c'est une des premières actions de cette cellule-là. Bon, ce questionnaire-là, justement, on demande aux entreprises ce qu'ils fabriquent, mais surtout l'impact que ça peut avoir, ces effets-là, ces tarifs douaniers-là? Tout à fait. Donc, on veut comprendre finalement l'impact potentiel sur leur vente, leur profitabilité, des décisions d'investissement aussi qui sont actuellement mises en pause, le temps d'avoir un petit peu plus de clarté sur ce qui s'en vient dans les prochaines années. On questionne aussi sur les stratégies à mettre en place pour être en mesure de pouvoir faire face à ces défis-là. On s'est remis beaucoup à parler de la question de l'achat local. Vous en avez parlé avec d'autres invités. Il y a aussi toute la question de la productivité, de l'efficacité, d'avoir une entreprise qui est plus efficace, qui de cette façon-là peut être plus compétitive. Bien, peu importe des tarifs ou pas, je veux dire, c'est une façon de pouvoir faire face à ce genre de tempête-là. Puis on parle aussi beaucoup, bien entendu, de la diversification des marchés, donc le reste du Canada, entre autres, souvent qui est un peu oublié. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est à quoi? 40-42 km de la frontière américaine. Donc, c'est sûr qu'on pense beaucoup aux États-Unis, les entreprises pensent beaucoup aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier les autres marchés. Non, c'est ça. Mais quand on parle d'autres marchés, les gens ont tendance à dire, bon, allons en Europe, allons. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si on veut diversifier nos marchés. Il faut quand même établir des contacts, voir un peu si notre produit est intéressant. Donc, c'est quand même pas si simple que ça de vouloir diversifier son marché. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec vous. Là, c'est un travail de longue haleine qui se fasse sur plusieurs années. Puis c'est aussi à travers cette cellule-là qui a été mise en place qu'on veut que les organismes de développement économique puissent travailler en collaboration avec les entreprises pour les accompagner, les aider dans ce genre de projet-là de diversification de marché. Puis c'est ça. Mais une chose est claire, c'est que les États-Unis, ça va demeurer, je pense, pour la région, pour le Québec, pour le pays, ultimement un marché important, mais on n'a pas le choix de se relever les manches puis de tenter de faire en sorte de pouvoir vendre ailleurs. Puis c'est vraiment l'espèce de rappel que la situation nous a amené depuis l'élection puis l'inauguration de M. Trump. Je vais vous poser cette question-là. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais est-ce que les États-Unis sont si dépendants de nos produits? Il y en a qui disent que en imposant des tarifs, ils se nuisent à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas développer ce qu'ils amènent au pays. Est-ce qu'ils sont si dépendants de nos produits? Bien, la réalité, en fait, là, c'est qu'au niveau des États-Unis, il y a le plein emploi actuellement. Donc, donc, de pouvoir ramener des emplois manufacturiers, qui est essentiellement l'objectif de M. Trump, c'est pas un défi qui est si facile à réaliser. Ouais. Puis, bien entendu, des tarifs, l'impact de tarifs, c'est de l'inflation pour les Américains. Puis je pense vraiment que nos deux économies sont très intégrées. Je parlais tout à l'heure des intrants. Il y a des entreprises d'ici qui n'exportent pas, mais qui achètent certains produits américains pour pouvoir intégrer dans leur processus de fabrication. Donc, les économies sont très intégrées. Maintenant, des tarifs d'un côté ou de l'autre, c'est une chose qui est pas bonne pour une économie, qui est pas bonne pour les consommateurs. Puis c'est ça. Donc, on espère ultimement qu'il y aura un peu de bon sens qui puisse revenir pour éviter finalement que ces tarifs-là, ultimement, soient implantés. Mais une chose est claire, c'est qu'on doit se préparer, on doit mettre en place, tant au niveau de la communauté d'affaires que de la région, au niveau des acteurs politiques, en collaboration avec Québec et Ottawa, on doit faire en sorte de se préparer puis se dire que là, on a quelques semaines devant nous de plus pour être capable d'avoir un plan d'action qui soit solide pour pouvoir traverser la tempête. Parce qu'on le connaît, là, bon, il annonce qu'il n'y a pas de tarifs. Finalement, il impose des tarifs sur l'aluminium et l'acier. Donc, est-ce que dans 30 jours, il va vraiment procéder à ces menaces-là, imposer des tarifs? Il y en a qui disent que oui, d'autres que non, mais il faut quand même prendre ça au sérieux parce que
les impacts vont être là et on ne peut pas dire que non, finalement, c'est juste des menaces, juste un moyen de négociation. Faut prendre ces menaces-là au sérieux. Il faut prendre ces menaces-là au sérieux. Une entreprise, dans le contexte actuel, c'est un climat qui n'est pas évident à l'investissement parce qu'on doit considérer que c'est une possibilité que ce genre de tarif-là soit implanté. Puis, tarif américain veut aussi dire fort probablement, c'est déjà été annoncé au niveau des intentions du gouvernement fédéral, des tarifs en réponse par le gouvernement du Canada. Fait que si on prend par exemple l'acier, qui était à l'agenda depuis quelques minutes avant le Super Bowl, l'acier, en fait, il y a beaucoup d'entreprises de la région qui achètent de l'acier au Canada, mais aussi aux États-Unis pour fabriquer certains produits. Donc, s'il y a contre-tarif canadien qui fait en sorte que là, l'acier, soudainement, se met à augmenter, à coûter plus cher, bien là, ça fait en sorte pourrait rendre certaines de nos entreprises moins compétitives. Donc, il faut se préparer. Il y a des choses qui peuvent être faites dès maintenant. Il y a des décisions qui peuvent être prises par les entreprises pour essayer d'atténuer l'impact de tarifs. Puis vraiment, je pense que du côté de NextDev, du côté de cette cellule de crise-là, ça sera aussi un des objectifs de pouvoir rester proche disons, de la rétroaction de ce qui se passe dans les entreprises, mais aussi des programmes qui seront annoncés tant à Québec qu'à Ottawa, s'assurer que ça soit le plus simple possible pour les entreprises de pouvoir y participer pour atténuer les impacts sur leurs résultats. Pour permettre aux gens de suivre, là, il va secteur par secteur. Donc, là, aluminium, acier. Est-ce qu'il y a des secteurs dans le Haut-Richelieu qui pourraient être plus touchés par des tarifs? Si Donald Trump décide d'imposer un tarif sur tel ou tel produit, est-ce qu'il y a des produits là-dedans qui ont plus d'impact pour le Haut-Richelieu? Bien, en fait, quand on regarde le secteur manufacturier dans le Haut-Richelieu, on a un secteur qui est très diversifié. On a des entreprises dans le transport, on a des entreprises dans le plastique, on a des entreprises dans le domaine plus de l'aéronautique. Donc, on a vraiment une économie manufacturière qui est très diversifiée. Donc, un secteur plus qu'un autre, c'est difficile à dire, mais on verra ultimement quelles seront les décisions qui seront prises du côté de Washington. Mais une chose est certaine, là, un tarif de 25 %, peu importe si ciblé, pas ciblé, c'est quelque chose qui risque de faire mal. Bon, en conclusion, qu'est-ce que NextDev ou la communauté peut faire pour aider ces entreprises-là? Bon, c'est un plan d'action, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui peuvent être faites pour aider ces entreprises-là? Mais en fait, je pense que la question du mouvement sur l'aspect de l'achat local, il y a des discussions qui ont eu lieu, entre autres, là, à la plus récente rencontre qu'on a eue de la cellule, sur le fait qu'on met beaucoup de l'avant, puis c'est une très bonne chose de mettre de l'avant les commerces, les restaurants. Mais là, il y aura un travail qui sera fait pour mettre de l'avant les biens qui sont fabriqués par des entreprises industrielles dans la région pour permettre à la population de pouvoir encourager aussi nos entreprises industrielles dans ce qu'elles vendent souvent, peut-être pas directement aux consommateurs, mais à des distributeurs, des entreprises avec lesquelles la population peut faire affaire. Une espèce de panier bleu industriel, c'est ça? Peut-être, sans vouloir me rattacher à une initiative qui n'a pas fonctionné. Mais je mentionne le panier bleu parce que les gens ont une référence. Oui, c'est ça. Exactement, c'est en plein ça. C'est que les entreprises industrielles, très souvent, c'est pas nécessairement 100% clair qu'est-ce qu'elles fabriquent. Donc, on veut le mettre davantage de l'avant. Donc, ça sera une des initiatives puis qui pourra permettre à la population de pouvoir supporter les entreprises d'ici. M. Jeannot, merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui s'en vient et j'espère que tout va se terminer pour le mieux et que les décisions qui seront prises aux États-Unis auront le moins d'impact possible sur nos entreprises ici. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci beaucoup, M. Jeannot. Au revoir. Après la pause, on parle de la situation des agriculteurs, des producteurs agricoles de la région qui, eux aussi, ont leurs enjeux. On en parle avec Mme Anna-Maria Martin tout de suite après la pause.
possibles tarifs douaniers de Donald Trump envers le Canada ont des répercussions sur les entreprises, les industries du Haut-Richelieu, mais qu'en est-il de nos agriculteurs, de nos producteurs? Et pour nous en parler, j'ai invité Mme Anna-Maria Martin, qui est vice-présidente du syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu, qui a été impliquée aussi là, auprès du syndicat des producteurs de lait de Montérégie. Madame Martin, bonjour. Enchantée, bien contente d'être avec vous. Bon, le plaisir est pour moi. D'abord, expliquez-nous, je pense que pour les agriculteurs, les producteurs, il y aura aussi des impacts, ces tarifs douaniers-là. Peut-être nous expliquer un peu quels seront ces impacts-là auprès des producteurs. C'est certain, les impacts vont arriver selon ce qui sera annoncé. Pour l'instant, nous n'avons pas de décret officiel sur un secteur ou sur un autre. Alors, c'est très difficile d'évaluer les impacts de façon monétaire. Par contre, on peut penser que les secteurs qui sont plus dépendants de leur exportation vers les États-Unis vont être certainement plus touchés. Fait qu'on peut penser au sirop d'érable qui sont vraiment dans l'exportation majoritairement, tout le côté forestier aussi qui exporte beaucoup vers les États-Unis. Fait que c'est des secteurs qui vont être probablement les premiers touchés. Par contre, à long terme, on pourrait tous être touchés de façon différente, indirectement ou directement, si je peux penser à des tarifs que le gouvernement de notre côté du Canada voudrait imposer pour contrecarrer, bien, ça pourrait quand même retomber sur nous qui importons des choses comme des intrants pour l'agriculture. Alors, c'est à des niveaux variables, l'impact. OK. Donc, est-ce que l'UPA s'est penché sur la situation, proposer des choses aux producteurs? Un peu, on a parlé tantôt avec M. Jeannot qui, pour les entreprises industrielles, on a établi un plan d'action. Est-ce que c'est dans les plans de l'UPA pour aider justement les producteurs et agriculteurs? Bien, c'est certain que nous, on a fait des demandes. L'UPA a fait des demandes, surtout au gouvernement du Québec, s'il arrive des choses qui vont impacter fortement des secteurs agricoles, que ce soit une aide directe. On ne veut pas retrouver encore un processus de prêt, puis avec des formalités qui seraient complexes pour le producteur. Fait que ce qui est demandé, c'est vraiment d'avoir une aide spontanée et directe au secteur touché. Bon, pour la région ici, est-ce qu'il y a des secteurs là, où on exporte plus que d'autres, des secteurs qui pourraient être touchés plus particulièrement par d'éventuels tarifs? C'est sûr, le Haut-Richelieu est un terreau fertile d'agriculture. On a 92 fermes laitières sur environ 600 fermes. Donc, on a vraiment une grande diversité agricole dans le Haut-Richelieu. Fait qu'on y retrouve le sirop d'érable que je vous parlais tantôt. On va retrouver aussi le secteur des porcs qui exporte aussi. Je peux penser que c'est des secteurs qui seraient plus problématiques dès les premières rentrées de tarifs. Bon. Parce que ces menaces-là s'ajoutent à toute la problématique des agriculteurs et des producteurs qui vivent des moments difficiles, parce que c'est difficile d'aller chercher de la relève, c'est des heures de travail énormes, les revenus sont moins au rendez-vous. Donc, ces menaces-là s'ajoutent encore à tous les problèmes que les producteurs peuvent avoir. Ils n'ont pas besoin de ça, dans le fond. Oh non, certainement pas. Puis je peux vous le confirmer. Je travaille aussi sur la table de travail de santé psychologique de la Montérégie. On a une table pour la santé mentale des producteurs agricoles. Et puis, on m'a mentionné qu'en ce moment, ils reçoivent un volume d'appels au cœur des familles agricoles qui s'occupent vraiment de la santé, qui reçoivent des augmentations d'appels dues à les possibles tarifs qui pourraient tomber. Donc, oui, l'anxiété est commencée chez nos producteurs. Puis ce qu'on souhaite, c'est vraiment justement pas faire sentir non plus un vent de panique alors qu'on n'a toujours pas encore à ce jour des décrets de signer. Fait qu'il faut prendre comme un pas de recul puis continuer à faire ce qu'on fait de bien et le valoriser par l'achat local, évidemment. Ça va être très important. On a plein de beaux programmes. Alors, même Mangeons local, l'UPA avait créé le Mangeons local. Fait que vous pouvez retracer vos fermes autres qui reçoivent à la ferme directement de la vente directe. Mais oui, l'anxiété est commencée. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne un moment de recul puis qu'on se prépare, oui, parce que c'est réel, ce qui pourrait arriver est réel, mais on ne paniquera pas avant d'avoir les décrets. C'est ça, exact. Donc, le gouvernement devra, bien sûr, probablement s'impliquer. Est-ce que le gouvernement, actuellement, auprès des producteurs, là, je parle globalement, la situation des agriculteurs au Québec et particulièrement dans la région ici, est-ce que le gouvernement en fait assez? Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement en fasse plus pour aider les producteurs?
Il y a des rencontres qui sont vraiment organisées. Je pense que l'écoute est quand même là. On a accès au gouvernement pour pouvoir aller expliquer la situation puis les impacts potentiels. Nous avons aussi Martin Caron, le président de l'Union des producteurs agricoles, qui siège sur la table pour les accords Canada-Amérique. États-Unis. Alors, c'est quand même un siège important qu'il a obtenu pour pouvoir mieux nous représenter. Donc, je pense que l'UPA démontre vraiment l'efficacité qu'elle peut avoir auprès des gouvernements. Bon. Il y a le dossier des tarifs douaniers, mais il y a un gros dossier aussi auprès des agriculteurs, c'est tout le dossier de la gestion de l'offre. On en parle aux nouvelles. Il y a beaucoup de gens, et je me fais poser la question, et j'essaie de leur expliquer du mieux que je peux c'est quoi la gestion de l'offre. Bien, je vais profiter de votre présence pour nous expliquer un peu c'est quoi ce dossier-là, c'est quoi l'enjeu pour les agriculteurs et producteurs de tout ce dossier-là de la gestion de l'offre? Bien, pour mieux se remémorer, dans le fond, c'est la gestion de l'offre, c'est 3 piliers importants. Donc, le premier, c'est le contrôle des importations. Donc, ce qui arrive dans le pays, nous le contrôlons. Nous avons des accords bien établis que nous devons respecter de ces produits-là, mais en dehors de ces accords-là, il y a des pleins tarifs qui sont dessus. Donc, c'est ce qui permet d'avoir le contrôle des importations. Le deuxième, c'est la planification de la production. Donc, nous savons dans l'année environ ce que sera la demande, les besoins canadiens en produits laitiers. Donc, nous devons produire pour ces besoins-là. Nous ne devons pas être au-dessus. Donc, on régularise la production, puis on régularise aussi pour que vous ayez toujours des produits laitiers sur les tablettes à l'année. Est-ce que c'est là qu'on dit qu'on impose des quotas de production? Oui, ça fait partie effectivement de nos quotas. Les quotas fait qu'on gère mieux la production pour diminuer le gaspillage alimentaire aussi au travers de ça. Et le troisième pilier, et non le moins le plus important, évidemment aussi, c'est la stabilité du revenu des producteurs laitiers dans ce côté-là. Alors ça aussi, c'est quand même un aspect plus important. Les producteurs diront peut-être des fois qu'il n'est pas parfait, qu'on pourrait peut-être améliorer, bonifier nos revenus, mais c'est quand même un bel outil pour avoir une stabilité de prix au courant de l'année pour le producteur de lait. Le fédéral avait déposé un projet de loi pour justement contrôler, pour réglementer la gestion de l'offre. Sauf que les travaux sont mis sur la glace, ont été interrompus donc à Ottawa. Donc, ça a mis sur la glace ce projet-là. Effectivement. Qu'est-ce que vous souhaitez de... C'est le projet de loi, c'est 282, C'est 282. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez de ce projet de loi-là? Peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce que ça peut apporter pour les producteurs d'ici. Ce projet de loi-là, c'est tous les partis avaient accepté de l'entérimer, étaient prêts à aller de l'avant. Ça protégeait la gestion de l'offre en totalité. Ça veut dire de ne plus concéder d'autres parts de marché dans les prochaines négociations. En 2018, c'était avec la CUM. Le côté laitier avait donné 3,6 de sa production dans l'accord avec les États-Unis. Accord États-Unis, Mexique, Canada. Mais là, il s'engageait à ne plus concéder de concessions pour les prochains accords. C'était un très beau projet de loi que tous les partis avaient entériné, les chefs de parti. Après, ça a été au Sénat, et là, c'est au Sénat que ça a un petit peu été allongé. Quelques sénateurs qui ne voulaient pas, qui posaient beaucoup de questions, qui n'arrivaient pas à retourner le projet de loi en Chambre pour qu'ils puissent avoir, dans le fond, la sanction royale. C'était la dernière étape, la sanction royale. Et là, on a connu ce qui s'est passé avec le premier ministre qui s'est retiré, le départ de Justin Trudeau, exactement. Le Parlement qui ne siège plus. Qui ne siège plus, donc il est en flottance, mais ce qu'on s'attend, c'est que lorsqu'ils vont retourner, probablement peut-être que le Parlement, le gouvernement va tomber. Donc, dès qu'il tombe, ça fait tomber aussi les projets de loi ne sont plus valides. Ne sont plus valides et on recommence parce que ça fait la deuxième fois qu'on le fait, ce projet de loi-là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que je me trompe si je dis que la gestion de l'offre, ça touche principalement les producteurs laitiers? Non, il y a tous les autres secteurs. Là. Nous n'avons pas juste les producteurs laitiers. Non, je sais, mais il me semble que les gens s'attardaient beaucoup à ce secteur-là là, quand on parlait de la gestion de l'offre. Effectivement, parce que je pense que le lait fait partie des gènes des Québécois.
québécois, mais la gestion de l'offre, c'est aussi les œufs, c'est aussi le poulet, c'est aussi la dinde. Fait qu'on n'est pas les seuls dans la gestion de l'offre, mais effectivement, nous sommes plus visibles. Je pourrais dire peut-être plus visibles parce qu'aussi peut-être plus nombreux. Au travers du Canada, en nombre de producteurs sur la gestion de l'offre, nous sommes plus nombreux que les autres secteurs. C'est probablement pour ça que les gens avaient peut-être tendance à croire là, que c'était le secteur le plus touché par ça, mais ça touche en fait tout ce qui se produit au niveau agricole et alimentaire. C'est ce que la gestion de l'offre. Effectivement, ça fait partie des 3 piliers, les autres aussi. Bon. Est-ce que c'est, de façon générale, on parlait tantôt de la difficulté de recruter en agriculture, est-ce que c'est difficile d'aller chercher de la relève dans ce secteur-là, particulièrement en 2025, là, après ce qu'on a vécu avec la pandémie? Est-ce que c'est difficile d'aller chercher de la relève? Bien, moi, pour mon côté, j'ai de la belle relève. Fait que, tu sais, je suis peut-être pas la généralité des producteurs chez nous. J'ai 2 relèves qui s'en viennent, qui sont super motivées, mais j'en vois encore des relèves très motivées. Par contre, oui, certains, ça reste un défi parce que lorsqu'ils voient, dans le fond, le pourcentage qui leur reste dans une année travaillée, bien, il y a plusieurs autres secteurs qui sont beaucoup plus compétitifs que nous. Fait que c'est peut-être ça, l'exode. On choisit l'agriculture pour un mode de vie aussi, mais la relève a aussi d'autres options, puis voit autre chose, voit des vacances aussi qui, des fois, sont plus difficiles à conjuguer. Fait que c'est des nouveaux changements, la relève d'aujourd'hui que celle de passé. Fait que oui, ça reste quand même des défis. Ouais, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Je sais très bien par où ils passent. Alors, je peux comprendre un peu, mais on a besoin d'eux et c'est essentiel pour notre vie de tous les jours. Oui. Merci beaucoup, Mme Martin, de nous avoir expliqué la situation et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.